Mbote Bandeko, vous avez sûrement vu, tout comme moi, l'accord de paix qui a été signé entre le Rwanda et la RDC sous la médiation du président Trump, ou devrais-je dire plutôt l'accord commercial qui favorise les États-Unis et le Rwanda. La question posée, c'est cet accord, est-ce une bonne chose? Moi, je dirais oui. Oui, c'est une bonne chose pour le président Tshisekedi, qui était sur une impasse et c'était la seule solution pour le maintenir au pouvoir. Pourquoi je dis ça? Il faut revenir à pourquoi on en est arrivé là. Ce n'est pas une stratégie de base du gouvernement Tshisekedi lorsqu'il a pris le pouvoir, non. C'est lorsqu'il a été dans l'incapacité de défendre le territoire et qu'il a perdu deux des plus grandes villes de la RDC. On nous a sorti des grandes phrases. À la moindre escarmouche, je vais attaquer le Rwanda, je vais aller bombarder le Rwanda. Jusqu'à présent, on attend, mais la réalité, c'est que le président Tshisekedi n'était pas au courant des capacités de son armée. Pourtant, il vient au pouvoir début 2019, début 2025, on perd Goma et Bukavu. Et là, on est presque en 2026. Cette année. Et c'est après avoir vu Zelensky aller demander à Donald Trump les richesses de l'Ukraine en échange de la sécurité que l'idée vient au président Tshisekedi d'aller proposer les minerais contre la sécurité de la RDC. Et lorsque vous voyez comment les compatriotes soutiens au président Tshisekedi remercient le président Donald Trump, vous remarquez que leur espoir, ce n'est pas le président Tshisekedi, leur espoir, c'était Donald Trump, car ils savent au fond d'eux que le président Tshisekedi était incapable de récupérer les territoires et protéger la population congolaise. De ce fait, le maître blanc, Donald Trump, était leur seule solution pour pouvoir obtenir une paix. Pas avec les armes, mais en essayant de convaincre Donald Trump de stopper Paul Kagame. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont la mémoire courte. Ils disent que le M23 sont les supplétifs du Rwanda de Paul Kagame. Mais Paul Kagame est le supplétif de qui? Des Américains. Il a été formé aux États-Unis et on sait très bien que c'est un plan américain à la base pour la prédation des ressources de la RDC. Et tout ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qui a tué notre Premier ministre, Patrice Lumumba? Ce sont les Américains et les Belges, et c'est eux qui ont placé Mobutu et qui ont assassiné Lumumba. Avant, pendant et après l'indépendance, ils ont toujours eu accès à nos minerais. Après la signature de cet accord, Patrick Mouyaya et d'autres membres du gouvernement ont donné une conférence de presse. L'un d'entre eux a expliqué sans gêne qu'à la fin du règne de Mobutu, l'Occident voulait une prédation sur les ressources. Nous avons été créés pour que le monde occidental vienne puiser ces ressources dont elle a besoin pour son développement industriel. Donc rappelez-vous le caoutchouc, rappelez-vous Chico Loboé, rappelez-vous le développement de l'électricité avec notre cuivre. On ne nous a jamais demandé notre avis. Et je voudrais rappeler que quand on a eu besoin de venir prendre le coltan et tout ça, nous avons tergiversé. Bon, c'est pas que nous avons tergiversé, nous avons voulu défendre nos intérêts en disant qu'on ne privatise pas. Et il y a une décision qui a été prise. Et nous avons été envahis. Et aujourd'hui, il y a des iPhones, il y a des Samsung qui sont utilisés avec nos ressources sans nous. C'est une première historique que pour avoir accès à nos ressources, pour développer une industrie mondiale, faire une révolution industrielle, on vienne discuter de ça avec le Congo et qu'on signe des accords avec les Congolais. C'est très, très important. Le gouvernement de Mobutu refusait cette prédation et c'est pour ça qu'ils ont monté ce plan avec Paul Kagame. Que la solution miracle du président Tshisekedi, c'est qu'au lieu que vous veniez voler nos ressources illégalement, moi, je vous donne l'autorisation de voler nos ressources légalement. Et donc, cet accord est en train de légaliser le vol des ressources de la RDC et en contrepartie, la RDC pourra recevoir des miettes. Des miettes, vous me direz, pourquoi alors les Américains disent que c'est gagnant-gagnant alors que je dis que la RDC recevra des miettes? Car pour les Américains, des personnes qui sont incapables de gérer leurs propres ressources, des personnes qui sont incapables même de ramasser les poubelles dans la ville de Kinshasa, ne devraient pas se plaindre de ramasser des miettes. C'est pour ça que dans leur accord, étrangement, le Rwanda peut continuer à exploiter les richesses de la RDC. Comment est-ce concevable?
Le Rwanda, qui attaque et agresse la RDC depuis tant d'années, reçoit comme récompense la possibilité de continuer à exploiter les richesses de la RDC. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est comme si, je ne sais pas, je suis agriculteur, j'ai mon champ, et mon voisin agriculteur vient constamment voler mon lait, tuer mes vaches, agresser mes enfants, ma femme. Et un jour, le maire du village, Donald Trump, vient et dit, bon, on va régler tout ça, vous allez signer un accord, et tu sais quoi, ben, c'est réglé, vous vous battez pas, il y a la paix, mais la personne qui venait voler chez toi, il va continuer à exploiter ton lait et c'est lui qui va le mettre en boîte et qui va le vendre. Mais toi, tu vas recevoir un peu d'argent pour tes vaches et ton lait. Vous trouvez ça normal? Alors que pendant 30 ans, cette personne est venue à abuser de ta famille, de tes enfants, de tout, de tes richesses sans conséquence. Certains me diront, oui, mais regarde par exemple l'Allemagne, ils ont fait du mal à la France, ils ont fait du mal aux Juifs, mais maintenant, voilà, ils ont des accords ensemble, ils travaillent ensemble. Je dis oui, d'accord, mais l'Allemagne a repayé. Ils ont payé pour les crimes qu'ils ont faits pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de là, on part sur des bonnes bases. Là, le Rwanda s'en tire superbement bien. Et je trouve malhonnête surtout certains journalistes, youtubeurs congolais, proches du président Tshisekedi, qui essayent de faire passer ça comme un bon accord, quelque chose de bon pour la RDC, un moment d'espoir, et que la paix va revenir avec cet accord. Mais cette histoire de FDLR, elle est toujours sur l'accord. Il faut démanteler les FDLR, et on sait très bien que les FDLR, ce sont des fantômes. C'est une histoire alimentée par le Rwanda pour continuer à alimenter ce conflit. Et dans cette histoire, ils pourront continuer à le faire et dire que la RDC ne respecte pas les accords et continuer de maintenir leur défense. Parce qu'eux, ils disent que ce n'est pas une agression, que c'est une défense, qu'ils sont en train de se défendre. Et la RDC, en signant cet accord, accepte aussi ce narratif. Pour les personnes les plus éclairées, ceux qui savent que les Américains fonctionnent au long terme, que c'est un plan sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, savent que depuis l'indépendance, pendant la guerre froide, les minerais du Congo sont des minerais stratégiques et les États-Unis ont toujours eu une main mise dessus. Je vois certains qui disent que oui, mais maintenant ce sont les Chinois qui sont beaucoup en RDC dans le domaine des mines, mais vous pensiez que ça dérangeait les Américains que les Chinois s'occupent des mines en RDC? Au début, ça ne les dérangeait pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'exploitation des mines en RDC par les Chinois rapportait plus aux Américains que s'ils avaient envoyé leurs entreprises directement en RDC. Ils laissent les Chinois venir en RDC, creuser les mines, prendre les minerais, les transformer. Et lorsqu'ils achètent ces minerais pour faire leur téléphone, ça les coûte beaucoup moins cher. C'est pour ça que c'était intéressant pour eux que la Chine aille faire le sale boulot pour eux. Et pourquoi ça a changé? Pas parce qu'envoyer leurs entreprises en RDC est plus intéressant financièrement pour eux. C'est pour contrer la Chine car ils viennent de se rendre compte que la Chine est maintenant un danger pour eux et que l'argent n'est pas le principal problème. Et c'est ça que je vois avec le président Tshisekedi au début de son mandat. Il pense que l'argent résout tout. Mais en géopolitique, l'argent n'est qu'un outil, ce n'est pas la fin. Le pouvoir et la force, c'est ça qui est important en géopolitique. Je peux vous donner un exemple. Les présidents africains qui volent et qui détournent l'argent, la plupart d'entre eux sont beaucoup plus riches que les politiciens occidentaux. Mais pourtant, les politiciens occidentaux ont plus de pouvoir. Ils peuvent faire sauter les présidents quand ils veulent. Et les occidentaux, ceux qui recherchent, c'est la force et le pouvoir. Nos présidents corrompus, la force et le pouvoir, ils veulent seulement l'exercer sur des opposants, sur la société civile, montrer qu'ils sont forts dans leur pays. Mais à l'international, ce sont des petits bébés. Et là, une fois de plus, un problème qui aurait pu se régler entre Africains, on est allé demander au maître, s'asseoir à côté du maître pour signer un accord, soi-disant. Et voilà, les petits-enfants, on vous a montré qu'il ne faut pas vous disputer. Allez, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Et Donald Trump, il a sa vidéo de grandeur. C'est lui le sauveur du monde, c'est lui qui est là pour la paix. Et qui est la paix réellement ou pas, ce n'est pas son problème. Et en plus de ça, il fait un deal formidable qui va lui rapporter de l'argent. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que les entreprises américaines s'installent en RDC. Ils sont en RDC, ils sécurisent leurs entreprises uniquement. Après ça, la guerre continue, on continue à tuer des civils, mais leurs entreprises sont déjà installées et ils font déjà de l'argent. Pour eux, c'est gagnant, ils n'ont pas de problème. Et vous pensez que le président Tshisekedi pourra faire comme il avait fait à Genève en disant « ma base n'est pas content avec ces accords, je me retire ». Avec les Américains, il ne pourra pas se retirer. Les entreprises américaines seront déjà installées
il ne pourra plus les virer. Et même si la guerre continue et que la population continue à mourir, Donald Trump, il a déjà fait son deal. Et quand je vois les fameux projets où les Américains vont investir des routes, le barrage Inga, je regarde les routes, c'est toujours des routes qui vont faire sortir les minerais du pays. Le barrage Inga, c'est pour alimenter leurs entreprises à eux, mais la population congolaise ne va pas s'y retrouver. À part ceux qui vont travailler pour le maître, donc les quelques-uns qui vont travailler pour le maître, eux, ils vont se retrouver. Mais en général, la population générale, ça va être toujours le même problème. Et même ces investissements. Construire des routes. Donc, depuis toutes ces années, les entreprises congolaises ne savent pas construire des routes. Arranger le barrage Inga. Depuis toutes ces années, on ne sait pas arranger le barrage Inga. Ramasser les poubelles dans la ville de Kinshasa. On ne sait pas ramasser les poubelles. Donc, on est en train de montrer que nous, les Congolais, on est incapables de réaliser des choses par nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans l'accord, les minerais vont aller vers le Rwanda ou bien sortir par le corridor de Lobito et vont être transformés à l'extérieur. Il y aura une pré-transformation en RDC pour respecter les lois congolaises, mais au final, le reste sera fait au Rwanda ou dans d'autres pays. Donc pour moi, cet accord est plus commercial et il va légaliser le vol des ressources naturelles congolaises. Maintenant, le gouvernement congolais, via Patrick Mouyaya, essaie de faire des déclarations pour convaincre tout le monde que non, ce sera gagnant-gagnant, c'est bien pour la RDC. Mais on sait très bien que les États-Unis sont les instigateurs du plan de base. C'est eux qui ont formé Kagame, c'est eux qui ont soutenu Kagame. Kagame ensuite est passé par le M23, mais la base, ce sont les Américains. Donc, ça a toujours été leur intention de profiter des minerais du Congo et ils le feront encore. Maintenant, la solution, c'était quoi ? Franchement, pour le président Tshisekedi, pour lui, c'était l'impasse. Il était obligé. Parce qu'il est arrivé là, pourquoi ? C'est parce que c'est cette année, il a fait que la fête, il s'est amusé, et lorsque ça a éclaté, il ne s'est pas occupé de l'armée, il n'a pas bien payé les militaires, il ne les a pas formés, à part sa garde républicaine pour le protéger lui. Mais ça, c'est un classique chez beaucoup de présidents africains, c'est d'investir sur la garde républicaine pour se protéger, mais ne pas investir sur l'armée régulière qui doit protéger le peuple. On s'est retrouvé avec des soldats qui étaient payés $80, on s'est retrouvé avec des soldats qui n'avaient pas de munitions, et il y a eu des instructeurs roumains qui, eux, étaient payés $10 000. Vous voyez que le président Tshisekedi n'a pas fait attention, n'a pas pris soin de l'armée, et jusqu'à présent, il ne prend pas soin de l'armée. The Romanians had to start from ground zero. The Romeos arrived at this base, which looked more like a camping site. The Congolese soldiers were sleeping in tents or houses made of dried lava from the nearby volcano. There were not even walls around the base. The troops were also all very skinny. That's because nutrition was disastrous. 1 meal per day, and it mostly consisted of rice. I mean, the Congolese government did have the budget to feed its troops, but, Africa. Turns out their officers were selling cans of food on the black market. Corruption is only bad if I'm not involved. So, in desperation, it happened that Congolese soldiers took their rifles, set up checkpoints, and ransomed civilians. For money or just for food. In such conditions, discipline was also a big challenge. Et ça, c'est la conséquence de plusieurs années d'amusement, partir en voyage à gauche, à droite, sans se préoccuper de la sécurité du pays qui est primordiale. On parle de Goma et de Bukavu, mais Bunagana, ça fait combien d'années ? Il passait son temps à aller dans des fêtes, on le voyait dans des mariages, on le voyait dans des baptêmes, et quand on se plaignait de ça, il y a des compatriotes qui disaient « Non, mais c'est le président, il doit aussi s'amuser. » Non, un président d'un pays en guerre n'a plus le temps d'aller s'amuser comme ça à gauche à droite. On l'a bien vu avec Zelensky. Il y a eu un documentaire où sa femme disait qu'elle ne voyait presque plus son mari, parce que c'est un pays en guerre. Nous avions un pays en guerre avec un président qui se comportait comme si le pays était en paix, était en pleine prospérité. Payer des militaires $80, $100 le mois, et puis vous avez comme ça des députés qui sont payés 20 000 le mois. C'est pas normal. Et si des députés sont payés 20 000 le mois, imaginez-vous les ministres, imaginez-vous les gens à la présidence. Les dépenses de la présidence ont presque atteint 1 milliard cette année. Les gens se demandent, mais non, mais comment ça se fait ? Mais je vous dis, quand vous voyez le type d'avion que le président Tshisekedi utilise pour faire tous ses voyages, j'étais allé voir chez le constructeur combien peut coûter l'exploitation de ce genre d'avion. Mais pour un Kinshasa-Paris, disons 8 heures de vol, on était presque à 95 000 € par vol. Donc aller-retour, on est presque à 200 000 €. Quand c'est un vol commercial, c'est pas grave. Vous avez plus de 200 personnes ou 250 personnes qui paient des tickets entre 700 et 1200 €. Ça devient rentable. Mais quand c'est juste la présidence, tout est aux frais du contribuable. Et là, je vous parle juste des frais de fonctionnement de l'avion.
sans compter les hôtels et tout le reste. Donc vous voyez que quand un président se déplace à gauche, à droite, comme ça, sans ramener de l'argent, ça coûte énormément à l'État. C'est pour ça que le capitaine Traoré voyage très peu, parce qu'il préfère investir dans son armée, car il a un problème sécuritaire. Et donc ces 5 années à ne pas avoir pris au sérieux les défis sécuritaires, d'ailleurs c'est même lui qui a libéré certaines personnes du M23, c'est lui qui les a libérés, les a hébergés à Kinshasa, et c'est ça la conséquence, qu'il n'était pas prêt quand ça a éclaté. C'est comme un match de boxe. Vous avez un boxeur, il a un combat. Il passe son temps à s'amuser, à aller en discothèque, à voyager. Le jour du combat, il vient, il voit que l'adversaire est en forme, a été entraîné. C'est trop tard, il ne peut pas rattraper tous les mois d'entraînement qu'il a ratés. C'est exactement ce qui est arrivé au président Tshisekedi. Il a été confronté à l'armée du M23 appuyée par le Rwanda. Et lui, vu qu'il n'a pas préparé son armée, il est sur le fait accompli. Il ne peut pas racheter toutes ces années perdues. Il n'a pas le temps de former des militaires. Et sa seule solution, c'était d'aller pleurer chez le maître Donald Trump. C'est la seule solution qu'il a en ce moment. Comment il allait faire autrement? Comment il va former une armée comme ça d'un coup? Les années sont passées, il ne peut pas les rattraper. Et le M23, eux, ils sont déjà prêts. Malheureusement, dans cette vidéo, je ne peux même pas vous énumérer le nombre de problèmes dans la gestion de ce conflit du gouvernement. Je crois que la vidéo risque de faire plus de 5 heures si je devais énumérer vraiment tous les points. Mais vous voyez un peu la situation. Moi, quand il y a eu les attaques de Saké, de Bunagana, quand j'ai prévenu mes compatriotes de l'incapacité des FARDC à répliquer à l'armée rwandaise, on m'a traité de tous les noms. Mais c'est parce que moi, je regarde des tactiques militaires. Il y a des rapports, il y a des chaînes de tactiques militaires qui parlaient de la situation en RDC. Eventually, the South Africans agreed, but once they entered the kill zone, their courage vacillated. Enemy snipers with their 50 cals shot through the windows of the armored vehicles. Mortar shells were detonating and rockets were flying left and right. After suffering 2 fatalities and 3 wounded, the South Africans decided to evacuate. By doing so, they left the Romeo Relief Force completely isolated. Our esteemed ally has turned about, leaving us to the mercy of our foes. Despite the perilous situation, the Romanians made use of all the firepower they had available to turn the tide. Mortar fire, snipers, and heavy machine guns pouring fire on the hills to suppress rebel positions. Even a bomber drone was used, just like in Ukraine. However, theirs could only carry 1 grenade at a time. Le gouvernement congolais avait dit à tous les journalistes congolais, il ne faut pas parler de ce qui se passe avec le M23, sinon vous serez punis, ce sera punissable par la loi, parce que tout ça, c'est secret défense, il faut faire attention. Secret défense de quoi? C'était seulement pour la population congolaise. Mais lorsque vous alliez sur le net, je voyais des tacticiens qui avaient des photos satellites de ce qui se passait, des tranchées du M23, des tranchées des FARDC, parce que dans le monde, il y a des militaires passionnés et ils parlent de tous les conflits dans le monde. Et je suis tombé sur des militaires qui parlaient du conflit en RDC. Ils avaient des contacts avec les mercenaires roumains, ils montraient les tranchées, les techniques. Et lorsqu'ils montraient les techniques d'engagement des FARDC, on comprenait qu'ils étaient complètement dépassés. Goma was de facto cut off from the rest of the DRC. It could only be resupplied by air or sea. You can clearly spot all these forts on satellite imagery. I mapped 14 of them right in front of Sake alone. There's this fort I call the BBL, because it's flat and all of a sudden there's a big bump. Honestly, this BBL is really well done. This trench bastion is so intricate. Deep trenches, multiple firing positions, backup positions, and this is only what is visible from above. There are another 2 forts on parallel ridges. There are also concealed communication trenches that link up with this other bastion I nicknamed the Eagle's Nest. This one has an outer ring, a second one in the middle, and the last one at the center. The M23 effectively built a multi-layered defensive system, all linked up by concealed communication trenches. And all these bastions can also mutually support each other. Together, this one forms like a trident, with the Eagle's Nest at the center and 3 other forts at the tip. These trench bastions are so well built that artillery barely does anything to them. That's right, 1 shovel to rule them all. Only small detachments actually defend these forward outposts. So anyway, artillery strikes would do little damage. Some more troops are positioned in the Eagle's Nest, but the majority of the fighters are lodged in some village at the rear. And you guessed it, the FARDC cannot shell these villages for humanitarian reasons, because of all the civilians that live there. Maintenant, comment expliquer ça à mes compatriotes? Dès que tu essayes d'expliquer « Ah non, tu es un Rwandais, tu es contre nous, tu es contre les FARDC, tout ça. » Je dis non, je ne suis pas contre eux. Je veux juste montrer les problèmes qu'il y a dans notre armée pour qu'on puisse justement les résoudre.
mais les gens restaient bloqués dans ça. Et je ne pouvais pas montrer ce genre d'analyse parce que les gens étaient bloqués. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer juste un YouTuber. Il est basé au Canada, mais je pense qu'il est originaire des Balkans. Il avait beaucoup d'informations parce que je pense qu'il a aussi des liens avec les mercenaires roumains. La chaîne est en anglais, mais vous pouvez activer les sous-titres pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Ça, c'est juste pour vous montrer que lorsque je vous parle, lorsque je fais les analyses, c'est pas que je me lève comme ça un matin, je regarde le soleil, je commence à parler. Non, je lis des rapports, je regarde des chaînes sur les tactiques, je fais mon analyse. C'est pour ça aussi que je ne sors pas des vidéos chaque jour ou chaque 2 jours. Je prends mon temps d'analyser les choses, de vérifier avant de faire une vidéo pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Et lorsque je lis les rapports, lorsque je vois ces analyses, lorsque je vois d'autres militaires professionnels parler de cette situation, je vois l'incompétence, la gravité de la situation. Donc je pense que les gens en fait, ne se rendent pas compte de l'incompétence des personnes qu'on a au gouvernement parce qu'ils utilisent des beaux français, des belles phrases, ils ont l'air intelligents. Mais lorsque vous suivez vraiment le raisonnement, c'est vraiment déplorable. Et c'est cette incompétence qui nous a amenés à ce niveau-là. Et la population congolaise, on a aussi notre responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on a vu, on voyait que ça dérivait, on a laissé ces gens du gouvernement faire tout et n'importe quoi, surtout au début. C'est vrai que ces derniers temps, je vois beaucoup de chaînes YouTube, je vois beaucoup de TikTok, des personnes qui vont et qui expliquent ce qui se passe vraiment en RDC, qui dénoncent, qui mettent la pression au gouvernement. Mais pendant de longues années, franchement, on était très peu à contredire le gouvernement et à oser pointer du doigt toutes les défaillances que l'on voyait et que tout le monde voyait. Maintenant, on a des situations, les gens se demandent pourquoi il y a tant d'immondices à Kinshasa, pourquoi la situation à l'Est ne fonctionne pas, pourquoi il y a les embouteillages. Mais on voyait bien comment c'était en train d'évoluer, mais on a laissé faire. Et donc, notre responsabilité en tant que citoyens, en tant que Congolais, même en tant qu'Africains, c'est de ne plus laisser nos gouvernements comme ça agir à leur guise sans les mettre la pression. Tout le monde ne peut pas devenir politicien, activiste, mais déjà ne plus se taire lorsque l'on voit que nos gouvernements font n'importe quoi. Il faut avoir le courage de dénoncer, c'est déjà la base. Et après, il y en aura qui sont activistes, il y en aura qui sont actifs, d'autres un peu moins actifs, mais en tout cas, il faut libérer la parole et ne plus se taire. Parce que si vous vous taisez, ce sont les personnes qui sont payées par le gouvernement ou bien qui espèrent un jour obtenir quelque chose de ces gens-là qui sont prêts à mentir, des personnes qui n'ont pas d'amour propre, des personnes qui n'ont pas d'empathie lorsqu'ils voient nos mères, nos sœurs, nos enfants comme ça mourir à l'Est. Ces personnes-là qui vont parler à votre place et donner l'impression que le peuple congolais cautionne toutes ces histoires. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'accord de paix de la RDC et du Rwanda. Maintenant, on va voir en tout cas la suite. Mais en tout cas, il faut être très vigilant. Il faut aller lire ces accords, qu'est-ce qui est marqué, voir l'évolution de ces accords, continuer à mettre la pression sur notre gouvernement pour faire les choses bien et surtout qu'ils investissent dans l'armée. Tous ces accords ne servent à rien si on n'a pas une armée forte. Si dans les accords, les Américains ne nous donnent pas les armes, ne forment pas nos militaires, etc., ça ne sert à rien. Alors il faudra se diriger vers un autre pays qui va accepter de nous fournir des armes, de former nos militaires. Et nous aussi, en tant que Congolais, il faut apprendre à se former à tous les niveaux. On ne doit pas avoir besoin d'une entreprise étrangère pour ramasser nos poubelles, pour construire nos routes, des choses simples, ou bien pour notre électricité. Je peux comprendre pour des technologies de pointe, là, il n'y a pas de souci. Mais pour des choses élémentaires dans notre vie quotidienne, on doit pouvoir le faire avec des entreprises locales congolaises. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais je vais quand même le garder court. On aura l'occasion aussi d'en parler. J'aimerais d'abord un peu laisser du temps, voir comment les choses évoluent pour faire une analyse beaucoup plus approfondie sur le sujet. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vos familles.